Merci. Bonjour à tous. Alors, c'était difficile de faire un tel forum à Paris, en France, sans donner quelques éléments sur la situation politique en France, et particulièrement sur les élections qui se préparent, l'élection présidentielle et les élections législatives. Parce que nous assistons à, je pense, un événement historique qui est celui de l'agonie de la Ve République. En fait, une double agonie. L'agonie de la Ve République et l'agonie de la gauche. Alors, l'agonie de la Ve République, nous y sommes en plein. Chaque jour apporte un élément nouveau dans cette déliquescence. Et on peut dire, dès à présent, que l'élection présidentielle a déjà perdu de sa légitimité. Pas totalement, mais on ne sait pas ce que nous réservent les quelques semaines qui viennent. Pourquoi l'élection présidentielle a perdu énormément de sa légitimité? Va-t-elle perdre toute sa légitimité? Ce sont les prochaines semaines qui vont nous le dire. Mais en tout cas, elle est déjà bien abîmée. Comment peut-on soutenir ce point de vue? Parce que, d'abord, les deux premiers candidats, en tout cas les deux premiers au sens des sondages, avec toutes les précautions que cela implique, parce qu'on a vu comment les sondages, finalement, ne reflétait pas correctement l'état de l'opinion, et les deux premiers candidats ont des problèmes avec la justice, avec l'éthique, bien entendu, mais également avec la justice. Celle qui est en tête, Madame Le Pen, vient de perdre son immunité parlementaire. Ça n'est pas anodin. Comment peut-on prétendre à la magistrature suprême dans un pays tout en étant remise en cause par un Parlement, alors même si c'est un Parlement croupion, le Parlement européen, il n'empêche que perdre son immunité parlementaire est un événement particulièrement grave. Pour l'instant, l'électorat de Madame Le Pen ne semble pas lui reprocher. Ça n'a pas affecté le résultat des sondages pour l'instant, parce que c'est présenté comme une opération visant à déstabiliser Madame Le Pen. Ce qui est vrai, il est tout à fait clair que c'est la social-démocratie, Hollande de son côté et surtout Martin Schulz, social-démocrate allemand, qui postule d'ailleurs à la présidence allemande, président du Parlement européen, qui a déclenché cette opération contre Madame Le Pen à quelques semaines de l'élection, alors que le cas est connu depuis des mois. C'est-à-dire c'est une volonté de manœuvre pour, comme ils n'arrivent pas politiquement à éliminer Madame Le Pen, ils utilisent des procédés de cette nature. Mais ça n'est pas sûr que ça fonctionne correctement. Ensuite, il y a Monsieur Fillon. Monsieur Fillon, il est, lui, présenté comme le troisième dans les sondages. Monsieur Fillon, lui, il va probablement être mis en examen. C'est quasiment sûr. Et il faut savoir ce que signifie, pour nos amis étrangers en particulier, ce que signifie être mis en examen. La mise en examen, c'est la mise en cause d'une personne au cours d'une instruction, par un juge d'instruction, lors d'une affaire pénale. Et c'est la nouvelle appellation de l'inculpation. Alors, le mot inculpation a été remplacé parce que ça donnait l'impression que la personne était déjà coupable avant d'être jugée, mais c'est la même chose que l'inculpation. Donc c'est extrêmement grave. On va avoir peut-être une candidate qui est
qui n'est pas légitime du point de vue du Parlement européen, et qui sera peut-être présidente, et peut-être un président mis en examen, c'est invraisemblable. C'est absolument invraisemblable. Alors la droite est en train de prendre l'eau. Je parlais de la disparition, de la fin de la gauche, de l'agonie de la gauche. Il y a une forme d'agonie également pour la droite. Mais la droite va se rétablir. Alors dans quel état, on ne sait pas très bien. Mais on voit que les défections se multiplient pour M. Fillon. Mais il y a déjà des remplaçants. M. Juppé a fait savoir qu'il était disponible. On voit aussi M. Barouin. Bon, on ne sait pas comment la droite va s'arranger. La situation est extrêmement complexe. Et tout ça, évidemment, ne donne pas l'image d'une démocratie sereine dans laquelle le débat d'idées, l'échange, la confrontation d'idées prévaut. Parce que l'affaire de M. Fillon, c'est-à-dire d'une part une forme de népotisme puisqu'il a utilisé sa femme comme collaboratrice, ce qui n'est pas interdit par la loi, il faut savoir qu'un sixième des députés le font. Ça n'a rien de nouveau. Ça n'est pas un cas particulier. Le deuxième problème, lui, qui est pénal, c'est l'emploi fictif, c'est-à-dire est-ce que sa femme a vraiment travaillé. C'est également le cas pour un grand nombre de parlementaires qui utilisent des proches sans que l'on sache vraiment s'ils font un travail. Mais tout ça est connu depuis des années. Et c'est maintenant que l'affaire ressort. C'est-à-dire que derrière, il y a l'Élysée, M. Hollande, on connaît les socialistes depuis M. Mitterrand et bien avant. Ce sont les spécialistes de la manœuvre. Et donc, il y a cette opération avec Mme Le Pen, il y a cette opération avec M. Fillon. Pourquoi? Parce que le Parti socialiste est en pleine débandade, il a explosé, il a déjà explosé. Et il ne peut plus résoudre les problèmes sur le plan politique. Il est obligé de faire des manœuvres comme Hollande, comme Mitterrand l'avait fait après le tournant néolibéral de 1982-83, où il avait décidé de fabriquer le Front National. Ne l'oublions jamais, le Front National a été fabriqué par M. Mitterrand. Et donc, on est toujours dans cette situation. Il y a une nouveauté dans cette affaire. Il y a une nouveauté, c'est M. Macron. M. Macron est en deuxième position dans les sondages. M. Macron, peut-être, s'il continue sur sa lancée, sera le prochain président de la République. C'est une hypothèse qui grandit de jour en jour. Il faut dire un mot sur M. Macron, que nos amis étrangers aient quelques éléments de réflexion, au-delà de ce que peut en dire la presse chez eux. Qu'est-ce que c'est que M. Macron? Sur le plan des manœuvres politiques, sur le plan idéologique et politique, M. Macron est le résultat de l'analyse de la social-démocratie européenne, qui a fait le constat de l'épuisement des trois formes de cette gauche, la forme social-démocrate, la forme socialiste, la forme travailliste, selon les différents pays. Ces trois formes de gauche, je ne parle pas de la gauche communiste, gauche de gauche, j'en parlerai après, mais cette gauche social-démocrate, disons, qui a joué un rôle important en Scandinavie, en Allemagne, est aujourd'hui totalement à bout de souffle. Elle a été aux affaires pour mettre en place les plans d'austérité déclenchés par l'Union européenne. On l'a vu en Grèce, avec le PASOK, qui a disparu, qui s'est très affaibli. On l'a vu en Italie, Parti socialiste qui a disparu, il y a déjà plus longtemps, avec M. Bettino Craxi. On l'a vu également en Espagne, affaiblissement du Parti socialiste, et puis on l'a vu également au Portugal, on le voit en France. Autrement dit, la forme actuelle
de la social-démocratie nécessite une remise au goût du jour, nécessite un ravalement de façade. En Grèce, c'est M. Tsipras qui joue ce rôle. M. Tsipras présente beaucoup d'avantages pour l'oligarchie parce qu'il vient du communisme, du Parti communiste, et il a un a priori favorable permettant de créer l'illusion auprès de la population qu'il défend la population. Mais M. Tsipras, c'est la formule de remplacement en Grèce de la social-démocratie. Différentes formules sont utilisées. L'affaire Podemos n'est pas tout à fait, on ne peut pas la qualifier comme cela, c'est plus complexe, mais on voit bien qu'il y a une hésitation et le débat de Podemos a rejeté en fait cette hypothèse puisque c'est plutôt la tendance indépendante, mais nos camarades espagnols expliqueront tout ça mieux que moi. Et puis en France, M. Macron est la personne choisie par la droite du Parti socialiste et, disons, une partie de la droite moderniste et du patronat financier pour casser définitivement le Parti socialiste et mettre en place un système qui permette à la fois de donner l'impression qu'il est de gauche, il le dit d'ailleurs, hein, M. Macron, il dit « je suis de gauche », mais je prends des idées un peu partout. Mais le fond du programme de M. Macron, d'abord son programme, c'est le bilan de M. Hollande. M. Macron, ne l'oublions pas, était le conseiller économique de M. Hollande, son ministre de l'économie. Il n'a pas besoin de programme. On sait ce qu'il va faire. Il va faire comme M. Hollande, même en aggravant les choses. C'est du social-libéralisme. Nous sommes dans cette situation. Il y a donc cette agonie de la gauche. Le Parti socialiste, pour une part, est en train de se donner à M. Macron pour des questions de position, de prébande en fait. Parce que les élus, une grande partie des élus socialistes considèrent que le bon cheval, c'est M. Macron pour être réélu. Et donc, pour nous, cette agonie de la gauche nous rend totalement indifférents. Ça ne nous intéresse pas vraiment, on observe. Mais on peut même ajouter que nous souhaitons que le mythe de la gauche disparaisse le plus vite possible. Pourquoi? Ça peut choquer évidemment des gens qui sont attachés encore à cette expression. Parce que l'appellation de gauche n'est plus du tout ce qu'elle était. Pendant des décennies et des décennies, la gauche, le mot gauche était assimilé à la défense du peuple, à la défense des intérêts populaires. Et c'était assez simple, la vie politique était simple. La gauche défendait le peuple, la droite défendait les privilégiés. Aujourd'hui, qu'en est-il? La droite continue à faire son boulot. Elle défend toujours les privilégiés. Mais elle a trouvé un allié, qui est la gauche. Parce que la gauche au gouvernement, on le voit en Europe, où elle fait alliance avec la droite dans un très grand nombre de pays pour mener des politiques néolibérales, eh bien en France, les alternances entre les socialistes et la droite se sont traduites par des politiques extrêmement similaires. Au point d'ailleurs que le dernier sondage, qui date de mi-janvier, 75% des Français jugent que les notions de droite et de gauche ne veulent pas dire grand-chose. Oui, bah oui, en effet. Sauf dans l'histoire, sauf dans le romantisme. Et 63% des Français ne font confiance ni à la droite, ni à la gauche. C'est terminé. C'est fini. Et aujourd'hui, la gauche, c'est comme la queue des comètes. Hein. On voit encore la lumière, mais la comète n'existe plus. Et donc, qu'est-ce qu'il faut mettre à la place? Est-ce que c'est grave, docteur? Mais non, c'est pas grave.
Parce que derrière ces appellations, quelle est la vérité? La vérité, c'est le conflit, le clivage entre les classes dominées et les classes dominantes, le clivage entre le peuple et les oligarchies. C'est ça qui est intéressant. Et ça reste. Pendant une période, il y a eu superposition du clivage gauche-droite et du clivage de classe, disons. Mais c'est fini. Ça n'a aucune importance. Ce qui compte, c'est le vrai clivage, qui, lui, est de plus en plus net entre les classes populaires, les classes dominées et les classes dominantes. Alors, je termine sur deux commentaires, parce qu'il y a M. Macron, dont j'ai parlé, mais il y a M. Mélenchon et Mme Le Pen. M. Mélenchon et Mme Le Pen sont les deux seuls dans cet aréopage à prétendre vouloir sortir plus ou moins clairement de l'euro et de l'Union européenne. Il faut être tout à fait net, ce sont des leurs, tant M. Mélenchon que Mme Le Pen. Il ne faut pas se laisser abuser par un discours ambigu qui sert à s'appuyer sur le ressentiment populaire, mais qui ne vise en aucun cas à sortir de l'euro, de l'Union européenne, à sortir du système néolibéral. Je cite juste un petit commentaire de monsieur Mélenchon. Sur le blog de M. Mélenchon, il y a une interview de lui. La question est la suivante. Vous allez mener campagne sur la sortie des traités? Réponse de M. Mélenchon. Pour l'instant, on voudrait nous enfermer dans la dialectique du diable. Bon, voilà, déjà ça commence mal parce que c'est le blabla qui commence. Hein. Soit on est hostile à l'Europe actuelle et on est immédiatement assigné xénophobe ou anti-européen, soit on est favorable à l'idée d'une union continentale et on doit immédiatement avaler la mondialisation heureuse, les politiques d'équilibre budgétaire, la règle d'or, l'OTAN et la guerre avec la Russie. Bon, on est toujours dans le blabla. Pour l'instant, il n'y a pas de réponse à la question. Aucun esprit libre ne peut trouver son compte dans une alternative pareille. C'est-à-dire que sortir ou ne pas sortir, pour M. Mélenchon, n'est pas une alternative. C'est ce qui m'a amené à tracer la feuille de route avec un plan A et un plan B. Le plan A prévoit qu'on rediscute des traités. Tout le monde doit en sortir en Europe. Si c'est refusé, il ne faut céder à aucune des menaces, chantages ou violences habituelles de l'Europe allemande. Il faut être prêt à sortir de cette camisole de force. La nouvelle Assemblée devra fixer le mandat de négociation et le peuple français sera ensuite appelé à se prononcer sur le résultat de la négociation. D'un bout à l'autre du processus, le peuple décidera. Il n'a à aucun moment répondu à la question. Parce que ce qu'il propose en réalité, c'est de discuter, c'est ce qu'il dit, rediscuter les traités. Mais la critique que nous faisons à ce raisonnement, c'est qu'elle ne permet pas d'expliquer la nature de l'Union européenne et de faire évoluer les esprits pour que chacun comprenne le système dans lequel nous sommes. C'est bien facile de faire comme cela, parce que ça évite de se confronter à cette question majeure. On n'aborde pas la question de la nature de l'Union européenne. C'est quoi la nature de l'Union européenne? C'est un système de guerre froide mis en place pour éliminer la souveraineté des nations, afin de verrouiller les politiques néolibérales. À aucun moment, M. Mélenchon ne dit les choses comme cela. Il empêche la prise de conscience du peuple. Il entraîne la population vers des impasses. C'est la raison pour laquelle nous combattons cette formule, cette façon de tromper les citoyens. Et puis, passons maintenant à Mme Le Pen, et je terminerai là-dessus parce que c'est assez pathétique. Alors, vous voyez ici, j'ai pris le document officiel, les 144 engagements de Mme Le Pen.
Et comme tout bon citoyen devrait le faire, j'ai lu son programme pour savoir exactement ce qu'il en était. En résumé, le programme de Mme Le Pen, c'est un programme néolibéral en économie, qui prend aux syndicats des revendications sociales qu'à aucun moment elle ne pourra mettre en œuvre parce qu'elle ne s'en donne pas les moyens. C'est un programme inefficace, répressif, qui divise la population, qui ne règle en rien la question principale, celle du chômage. Alors je me suis intéressé à deux sujets qui nous concernent. L'OTAN. L'OTAN, d'ailleurs, c'est comme M. Mélenchon. Hein. Il y a une proximité entre les deux. Ce que dit Mme Le Pen, c'est, voilà, ici, quitter le commandement militaire intégré de l'OTAN. Quitter le commandement intégré, on quitte une partie du système de l'OTAN. Donc, là, il y a un premier sujet. Ensuite, il y a la question de l'Union européenne et de l'euro. Concernant l'Union européenne, voilà ce que dit Madame Le Pen. Ça commence très bien puisqu'elle dit il faut rendre à la France sa souveraineté nationale vers une Europe des nations indépendantes au service des peuples. Ça nous va très bien. Pas de problème, on est d'accord avec ça. Mais c'est une formule. Après, il faut voir quels sont les moyens que l'on se donne pour parvenir à ce but. Et ce que dit Madame Le Pen, elle dit retrouver notre liberté et la maîtrise de notre destin en restituant au peuple français sa souveraineté monétaire, législative, territoriale, économique. Jusque-là, ça va très bien, on est d'accord. Pour cela, une négociation sera engagée avec nos partenaires européens, suivie, négociation, c'est ce que dit M. Mélenchon, hein, c'est la même chose, suivie d'un référendum, comme M. Mélenchon, sur notre appartenance à l'Union européenne. Mais la question que nous nous posons, c'est la même que celle que nous nous posons à propos de ce que dit M. Mélenchon. À aucun moment, Mme Le Pen ne dénonce la nature de l'Union européenne. À aucun moment. Et ce qu'elle propose de négocier, encore une fois, c'est totalement illusoire parce qu'à 28, aucun accord n'est possible. On ne peut pas renégocier les traités. Il faut arrêter de tromper les citoyens avec cela. Et le référendum, mais à quoi bon faire un référendum puisque si les candidats mettent dans leur programme qu'ils veulent sortir de l'euro et de l'Union européenne, il n'y a pas besoin de référendum. Il ne faut pas voter deux fois. Une seule fois suffit. Et en fait, pourquoi ils demandent un référendum? Précisément pour laisser cette question de la sortie de l'euro et de l'Union européenne dans l'ambiguïté. On sait pourquoi Mme Le Pen fait ça. Et on sait pourquoi M. Mélenchon fait ça. M. Mélenchon fait ça parce qu'il a centré son travail politique sur l'électorat socialiste. L'électorat mou, l'électorat bobo urbain. Il n'a pas centré son effort sur les classes populaires, sur les abstentionnistes, sur les chômeurs, sur le peuple. Donc, évidemment, il ne faut pas faire peur à ces gens-là. Madame Le Pen se rend compte que les seniors ont peur de la sortie de l'euro et de l'Union européenne. Et donc, elle fait des efforts pour masquer un certain nombre de choses. Mais, le dernier point, et je m'en arrête là, j'ai cherché le mot « euro » dans le programme de Mme Le Pen. Le mot « euro » ne figure pas. Aucun, je l'ai lu 3 fois, lisez-le, lisez-le. Le mot « euro » ne figure pas dans le programme de Mme Le Pen. C'est énorme. C'est absolument énorme. Aucun journaliste ne l'a fait remarquer. Et c'est bien la dernière question sur laquelle je veux insister. Cette déliquescence de la République, de la Ve République, de la démocratie, elle a quelque chose à voir avec le rôle des grands médias. Parce que les grands médias, d'abord, ont fabriqué la créature Macron. Parce que les grands médias sont la propriété des
des patrons de M. Macron, de ceux qui l'ont propulsé, qui l'ont choisi, qui l'ont entraîné, qui l'ont financé. Et donc ces grands médias ont fabriqué la créature Macron. Et les grands médias interdisent l'accès aux candidats qui sont hors système, voire anti-système. Et les grands médias font peur sur la sortie de l'euro. Il y a une campagne en ce moment. Et aucun des grands médias n'a signalé que Mme Le Pen, dans son programme, n'avait même pas cité le mot euro. C'est quand même hallucinant. Ils ont besoin de Mme Le Pen, comme les socialistes, pour faire peur et pour donner un monopole au Front National de la sortie de l'euro pour délégitimer tous les autres. Il ne faut pas se laisser abuser, se laisser piéger. Donc nous, au parti de la démondialisation, nous menons le combat à l'élection présidentielle avec ma candidature et aux élections législatives où nous aurons plusieurs dizaines de candidats pour rassembler les démondialisateurs contre les mondialisateurs de tout poil. Et les mondialisateurs, aujourd'hui, on les trouve à gauche et à droite. Et les démondialisateurs, on en trouve aussi à gauche et à droite. Et donc, nous sommes dans cette recomposition politique qui ne fait que prendre son essor à l'occasion de cette élection présidentielle, dont on ne sait pas dans quel état on sortira.